J'avais 6 ans. Au programme du centre aéré, natation, football et un 3e sport dont je ne me souviens plus, mais je sais qu'il y en avait un autre. Les activités s'enchaînaient les unes après les autres, la sueur perlait à notre front. C'était ma 2e journée. Le prof de football nous a dit que nous allions jouer sur la patinoire de hockey. Il ferait plus frais. Le prof nous a divisés en 2 équipes. Cela ressemblait à tout sauf à du football. Rien d'autre qu'une bande d'enfants qui couraient après un ballon en poussant des cris. Vers la fin de la partie, je me suis égratigné le genou. Du sang s'est répandu sur mon tibia. Tous les enfants se sont arrêtés de jouer. Mon lambeau de peau déchiqueté sur le béton les intéressait plus qu'un ballon en cuir. Le prof a envoyé tout le monde à la piscine et m'a emmené à l'infirmerie. Il n'y avait personne. Alors c'est lui qui m'a réparé le genou, eau oxygénée, bandage et sparadrap. Il m'a donné une petite tape dans le dos. Tu as bien joué. Je l'ai remercié et je suis rentrée chez moi pour l'après-midi. J'ai dit à ma mère que j'adorais le football. Le jour suivant, le prof nous a demandé de former un cercle. Il m'a demandé comment allait mon genou. Je lui ai répondu que tout allait bien. Il m'a demandé comment j'allais le remercier de m'avoir soigné. Je lui ai dit que je n'en savais rien. Jeune fille, on ne t'a donc jamais appris à dire merci? Que dirais-tu d'un baiser? Je trouve ça dégoûtant. Il a ri et demandé aux autres enfants s'ils pensaient qu'ils méritaient un baiser. « Oui !» ont crié les autres enfants à l'unisson. « Allonge-toi » m'a-t-il ordonné. J'ai fait « non » de la tête. Il a pouffé de rire et m'a délicatement allongée à côté de lui sur l'herbe jaunie par le soleil. Nous avions l'air de 2 sardines serrées dans une boîte de conserve. J'ai roulé dans l'herbe pour m'éloigner. 2 enfants m'ont ramené vers lui. Le prof m'a empoigné et a attiré ma tête contre la sienne pour m'embrasser. Il a fourré sa langue dans ma bouche. J'ai eu un haut-le-cœur. C'était affreux. Les autres enfants riaient. J'ai mouillé ma culotte. Le prof a rougi, m'a empoigné le bras, m'a entraîné jusqu'au bord du terrain. Il m'a ordonné de rentrer chez moi, d'aller mettre une couche. Je suis rentrée en courant, j'ai dit à ma mère que je détestais les centres aérés et surtout le football. Le jour suivant, je ne voulais pas y retourner, mais ma mère a insisté. Je ne lui ai pas dit pourquoi je n'aimais pas les centres aérés et le football en particulier. J'étais encore trop jeune pour écouter mon intuition, pour savoir que le baiser ne faisait pas partie du jeu. 29 ans après, je suis retournée sur ce terrain et je me suis amusée avec ces quelques vers. Que le premier baiser de ma fille que le premier baiser de votre fille, que le premier baiser de toutes les filles soit attendu et désiré.
Une des premières choses que j'ai apprises dans la vie, c'est que j'étais défini par le truc qui se trouvait entre mes cuisses. Je ne savais pas quelle était sa fonction, ni ne comprenais ce que les hommes pouvaient bien lui trouver, mais je savais qu'il le convoitait. Cela n'a jamais fait aucun doute. Au début, je trouvais ça drôle. J'étais flatté. Tous ces garçons qui m'écoutaient, qui riaient à mes blagues, toute cette attention. J'étais le centre de leurs préoccupations. Ils flirtaient, je flirtais. J'étais libre. Cela m'amusait. C'était la fin de l'été. Il faisait très chaud ce soir-là. Les étoiles rayonnaient dans le ciel. J'étais éméché, pour ne pas dire saoul. L'atmosphère était détendue. J'étais jeune, insouciante, en pleine éclosion. J'étais consentante. Puis, j'ai senti leurs mains sur mon corps. Ils flirtaient et riaient toujours. Je m'efforçais de prendre les choses à la légère, de ne pas en faire tout un plat. Mais leurs mains étaient sur mon corps. Je feignais de rire en les repoussant. On plaisantait, c'était juste une blague, un jeu. Mais ce n'est pas la blague qui les faisait rire. C'était moi. J'étais l'objet de leur moquerie et cela ne m'amusait pas. Leur attitude n'avait plus rien de flatteur, elle était humiliante. Je m'en suis rendu compte un peu tard. L'atmosphère avait si soudainement changé. L'air chaud de cette fin d'été était devenu lourd et étouffant, tandis que leur corps m'encerclait. Leurs mains si nombreuses se posaient partout sur mon jean, ma chemise, autour de ma taille. J'ai senti mon corps soulevé sans difficulté par le plus fort des garçons. Il m'a transporté dans les bois, loin des gens qui ne faisaient pas partie de notre bande. Il m'a transporté dans une petite clairière avant de me laisser tomber vulgairement au sol. J'étais sur le dos. Les étoiles avaient conservé leur éclat et leur beauté totalement indifférentes au fait que la nuit avait revêtu un tout autre aspect. J'étais à nouveau le centre de leurs préoccupations. Cette fois, je n'en avais pas envie. J'étais effrayé, mal à l'aise. J'ai fini par me résigner à ce qui allait m'arriver. Au moins, maintenant, tout cela avait un sens. L'attention qu'il me portait, le flirt. En fait, il ne m'aimait pas. Il voulait simplement m'utiliser. Ce terrain-là, je le connaissais. Ce n'est pas comme si j'avais toujours eu des relations sexuelles désirées. C'est plus facile de ne pas lutter, de ne montrer aucune résistance. Ma résignation a été brève. En jetant un œil à ces mecs ivres, monstrueux et stupides qui m'encerclaient, j'ai su que je n'y survivrais pas, pas moi. Cette fois, je n'en sortirais pas indemne. On m'avait déjà utilisé, je l'avais surmonté, mais cette fois, c'était différent. Ils étaient trop nombreux, trop âgés. Est-ce que ma vie m'avait échappé à ce point ? Cette fois, j'avais des projets. Ma deuxième année à l'université allait débuter. J'avais même prévu de passer un semestre à Londres. Je ne pouvais pas rater ça. Je devais surmonter l'épreuve, y faire face. Tu t'es mise dans cette situation, c'est toi qui l'as choisi. Tu l'as bien mérité. Supporte-le, traverse-le, surmonte-le. J'avais beau essayer de me convaincre, je savais au plus profond de mon âme que je ne le surmonterais pas. J'étais accablé à l'idée que cette nuit, ma vie prendrait fin. Tous ces grollards bourrés et stupides feraient de moi ce qu'ils voudraient. Ils se débarrasseraient de moi et continueraient leur chemin. Le mien s'arrêterait là. Je ne surmonterais pas cette épreuve. Ma vie prendrait fin. C'est comme lorsqu'on monte dans les montagnes russes. Quand
Quand elles se mettent en route, il n'est plus possible d'en redescendre. On n'a aucun contrôle sur ce qui va se passer et on ne peut plus revenir en arrière. Non. Non, tu ne peux pas laisser faire ça. Descends des montagnes russes, remonte le temps, arrête les aiguilles. Tu ne les laisseras pas faire ça. Décision prise. À présent, tout est clair. Je me suis battu comme jamais auparavant. À vrai dire, c'était la première fois. Coup de pied, coup de poing, griffure, morsure, crachat, cheveux arrachés. Un hurlement résonnait dans ma tête, si assourdissant. Mon sang bouillonnait, mon cœur battait à se rompre, mon âme hurlait. Et je me suis battu, mes bras et mes jambes frappant à l'aveuglette. Seuls quelques-uns des garçons m'ont rendu mes coups. Ma rage frénétique et aliénée semblait les avoir ramenés à la réalité. L'un d'eux s'est éloigné en disant que c'était répugnant. Les autres ont continué à observer la scène. Il faisait sombre, c'était bruyant. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient. Des bribes de phrases me parvenaient aux oreilles. Salope, putain. Des insultes originales de ce genre. Puis, j'ai entendu quelqu'un dire distinctement « Arrêtez ça, laissez-la tranquille, elle n'en vaut pas la peine. » Et les autres l'ont écouté. Une seule phrase, entendue par-dessus les hurlements, le vacarme, je n'en valais pas la peine. Une seule phrase a suffi pour tout arrêter, pour les faire partir, tous. Puis un des garçons a fait un demi-tour. Mon cœur s'est arrêté au même moment, je me suis dit, c'est reparti. Mais il s'est approché lentement de moi et m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Il m'a jeté un regard furtif avant de s'éloigner en agitant la tête. Pendant ce court instant, j'ai aperçu dans ses yeux quelque chose qui m'a profondément troublé. La peur. Puis, je me suis mise à rire. J'ai été prise d'un fou rire interminable. Et c'est à ce moment que la douleur s'est réveillée. J'étais couverte de bleu sur les jambes, le torse, sur les cuisses et les bras principalement. Mes bras avaient gardé les empreintes de leurs doigts. J'avais la lèvre coupée, la hanche luxée. Je n'en ai jamais parlé à ma mère, ni à mes amis, ni à quiconque. Avant longtemps, bien longtemps. J'ai commencé à en parler quand je me suis rendu compte que cette histoire n'avait rien d'horrible et de honteux. Cette histoire est celle d'une libération. Elle parle de l'instant où j'ai décidé de me prendre en main. Elle raconte comment j'ai pris possession de mon corps, de ma volonté, de ma vie. Le lycée. Ah, Dieu s'est bien moqué des adolescentes sur ce coup-là. Et surtout de moi. Grosse, les cheveux crépus et pas assez de fric, malgré les 2 boulots que mon père cumulait à la boucherie et au centre de tri de la poste pour me payer l'uniforme branché de l'établissement. Malgré mes grosses cuisses et mes cheveux en fil de fer, j'avais un caractère bien trempé.
Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai découvert que j'avais des nichons. Maurice aussi. Maurice. Il conduisait la fourgonnette de pressing de son oncle que l'on aperçoit encore aujourd'hui faire sa tournée dans les rues de San Diego. Au fond de moi, je savais qu'il ne méritait pas la personne que j'étais, ou plutôt celle que je n'allais pas tarder à devenir. Lavonne était ma meilleure amie. Elle était très belle. Mais comme sa mère était très stricte et qu'elle me considérait comme une fille bien, elle ne la laissait pas sortir sans moi. C'était une blanche, mais je me suis rendu compte bien des années plus tard qu'elle avait un prénom de noir. Lavonne m'aimait bien parce qu'elle se marrait avec moi et qu'elle me trouvait drôle. On faisait des canulars téléphoniques. On sautait par défi dans les bagnoles de mecs bizarres. On piquait des chocolats chez Si. On s'éclatait. Lavonne et moi étions en seconde, mais comme elle sortait avec Doug, on nous a invités un jour à une soirée de première et de terminale. J'ai compressé mes cheveux électrolaineux au fer à lisser et enfilé la robe d'ONU style indien que j'avais achetée chez Costless Imports. Ouais, mes nichons avaient fini par sortir et j'allais les présenter aux mecs de terminale. La soirée avait lieu dans l'appartement d'une mère divorcée dans un immeuble affreux de San Diego. L'appartement était enfumé et la sono crachait Electric Funeral de Black Sabbath à plein tube. Lavonne a retrouvé Doug et après un battement de cils de biche effarouchée, elle est allée se faire tripoter sur un pouf orange. Maurice de Maillot, c'est son vrai nom, je ne l'ai pas inventé, s'est dirigé vers moi. Il était populaire pour essentiellement 2 raisons. Il avait une gouffa et roulait avec la fourgonnette de son oncle, dont chacun des 2 flancs affichait fièrement « pressing de Maillot ». Abstraction faite de sa gouffa, il était plutôt mignon. Je l'ai vu scruter la pièce en s'approchant de moi. Mais Bonnet D et moi étions dans l'encadrement de la porte. J'ingurgitais du vin que je faisais semblant d'aimer. J'imagine qu'il s'est dit que cette grosse vache de seconde aux cheveux douteux pourrait faire l'affaire. Il s'est avancé vers moi et mes gros nichons en se pavanant. Je n'arrivais pas à y croire. C'était le mec qui était sorti avec Maxi, la toxico la plus canon, la plus cool des nanas, quasi irréelle, contre laquelle je ne faisais carrément pas le poids. Maurice et moi avons échangé quelques mots. C'était presque tordant de voir comment il se comportait. Il me parlait en me regardant d'abord dans les yeux et finissait par bloquer sur mes nichons. Allons faire un tour ? Dans la fourgonnette ? Ouais. J'ai péniblement escaladé le siège avant pour faire entrer mes 2 jambes de naine dans la fourgonnette. Maurice a inséré une cassette des Three Dog Night avant de démarrer. Et nous nous sommes mis à discuter. J'ai pensé, waouh, il est en train de me parler et de m'écouter. Puis nous avons pris une allée qui débouchait sur le parking désert de Kmart. Maurice tapotait ma cuisse au rythme de la chanson. Il a coupé le contact et s'est affalé sur moi pour m'embrasser. Je n'arrivais pas à croire que nous sortions ensemble. Il me labourait la bouche et y enfonçait sa langue. Ça peut paraître bizarre, mais je n'avais qu'une envie, c'était de retourner à la soirée pour dire à Lavonne « Je suis sortie avec Maurice de Maillot ». Il transpirait d'excitation. Ça me plaisait plutôt bien qu'il m'embrasse et me tripote, sauf que là, son corps, raidi, recouvrait entièrement le mien. J'étais enfoncée dans le siège passager. Je ne pouvais même plus l'embrasser. Quand il a commencé à soulever ma robe, j'ai eu un flash. C'était ça. C'était donc ça. J'allais perdre
perdre ma virginité dans une fourgonnette de pressing sur le parking de K-Mart avec un mec qui ne savait probablement même pas comment je m'appelais. Arrête, j'ai bredouillé. Je ne veux pas faire ça, arrête. Pas question. Arrête, il a hurlé. C'est trop tard. Je n'oublierai jamais cette phrase. C'est trop tard. Y avait-il quelque chose que j'ignorais ? Les garçons avaient-ils des limites physiques qui les empêchaient de s'arrêter ? Est-ce que j'allais lui briser quelque chose à l'intérieur ? Les garçons avaient-ils un muscle qui, dès qu'il commençait à monter sur une grosse pétasse et à l'embrasser, risquait de se paralyser si on essayait de le contrôler ? Il a dit « C'est trop tard » et il s'est mis à califourchon sur moi. J'ai crié « Non ». Puis j'ai eu un éclair de génie. J'ai actionné la poignée côté passager et Maurice s'est étalé face contre terre. Il n'a pas décroché un mot sur le chemin du retour. Je m'en suis sortie grâce à une poignée de porte. J'ai récupéré l'Avon, attrapé une bouteille de Soda Light, un paquet de chips et je suis rentrée chez moi. J'ai vu un homme dans un parc, le visage bouffi et empourpré de colère, le poing fermé dirigé vers l'enfant à ses pieds qui lui réclamait de l'attention. Un hot dog, je veux quelque chose à manger, je veux n'importe quoi. Mais il n'avait rien à offrir, ni argent, ni patience, ni quoi que ce soit. La rage est montée en lui comme surgie de l'enfer. Il s'est arc-bouté sur son poing, prêt à exploser, et la petite fille a reculé en hurlant. Arrête, s'il te plaît. Et il s'est arrêté. Son bras s'est immobilisé comme retenu par une pensée. Il a découvert le vrai visage de cette petite fille, chétive, effrayée, innocente, l'a aidée à se relever et l'a fait tourbillonner dans les airs. Et le rire de la petite fille a retenti comme la sonnette d'une bicyclette. Dans un reportage sur le Darfour, j'ai vu des milices Janjaouides entrer à cheval dans des villages africains en flammes, tirer des rafales sur les habitants en fuite, en sandales, le dos nu, vêtus de haillons flottant sur leurs membres décharnés. Et une femme Zagawa croisait le chemin d'un milicien, les yeux écarquillés de terreur, un bras étendu devant elle comme pour parer un coup, son bébé de 9 mois contre son sein. Le soldat a pointé son fusil sur elle et a baissé les yeux vers le canon, et la femme en pleurs l'a supplié d'une voix étouffée. « Par pitié, ne faites pas ça. » Et il n'a pas tiré. Il s'est immobilisé. Son doigt est resté suspendu comme figé par une pensée. Il a découvert le vrai visage de cette femme, une mère dans la détresse, avant de repartir au galop.
Et les pleurs de soulagement de la femme ont retenti comme le roulement d'un tambour, assez puissant pour déclencher un orage. Dans l'article d'un magazine, j'ai lu qu'une bosniaque musulmane d'à peine 15 ans avait été arrachée de son lit et emmenée dans un camp où des hommes l'ont encerclée, ont menacé de la violer et de lui casser les reins. Elle les a implorés. Ne faites pas ça. Un adolescent qui passait par là s'est arrêté en entendant ses pleurs. Il s'est approché d'elle. « Je te connais. Nous allions à la même école à Prijedor. » Il a découvert son vrai visage. Il s'est retourné vers les hommes et leur a dit « Laissez-la tranquille. C'est une fille qui est allée à la même école que moi. » Les hommes ont baissé la tête et reculé, et les larmes de la fille ont coulé tel un flot de prière, car le garçon lui était apparu comme une intervention divine. J'ai connu une fille qui allait à la même école que moi. Elle se changeait toujours dans les toilettes quand nous avions EPS. Un jour, où elle était en retard, elle a dû se changer dans le vestiaire et j'ai remarqué des marques de coups sur son dos, des marques rouges que seuls des coups de fouet pouvaient causer. Elle a vu l'expression de mon visage, elle s'est arrêtée. J'ai arrêté ce que j'étais en train de faire et lui ai dit que je m'inquiétais pour elle, que c'était mal, que nous allions nous confronter à sa mère, lui arracher le fouet des mains et qu'elle n'aurait plus jamais peur de rentrer chez elle. J'aimerais que les choses se soient passées ainsi, que tous ces événements se soient déroulés comme je vous les ai racontés. Mais ce n'est pas le cas. Non. Le père a frappé, le soldat a tiré. Je n'ai pas pris la parole, mais ai tourné le dos en feignant de n'avoir rien vu. Ces événements ne se sont pas déroulés comme je vous les ai racontés, mais cela aurait pu être le cas, grâce au garçon de Prijedor. Lui seul s'est arrêté.
J'ai beau être cool ou aimer l'idée que je le sois, au fond de moi, je reste toujours parfaitement consciente que je pourrais me faire violer à tout moment. Le fait que je sois complètement paranoïaque n'enlève rien à cet autre fait. C'est une réalité. Alors quand un type a attrapé Imette Saint-Guillen, étudiante à l'université de New York, lui a attaché les mains avant de la violer à plusieurs reprises, enfoncé une chaussette dans la gorge et entouré le visage de gros scotch, taillé ses longs cheveux noirs et découpé ses parties génitales avant de la jeter au bord du Belt Parkway, cela ne m'a pas échappé une seconde que j'aurais pu être à sa place. Pour commencer, le bar où elle avait été vue vivante pour la dernière fois se trouve au coin de ma rue. Et ce n'est que le début. Les jours qui ont suivi, je me suis enfermée dans mon appartement. J'en étais arrivée au point où je n'osais plus prendre une douche. Et ma peur n'est pas le pur produit de mon imagination. J'ai lu presque tous les rapports du FBI établissant le profil des criminels. Mes proches, qui n'ont pas conscience de ce problème, ont essayé en vain de me convaincre que j'exagérais. Je sais de quoi je parle, bordel. Depuis le début, je disais que la personne qui avait fait ça à Imette était un tueur en série et tout le monde me faisait... Enfin, Périel, ressaisis-toi. Ah, je me suis ressaisie. Je suis allée chez l'armurier en bas de chez moi pour acheter une bombe lacrymo et une alarme Screecher qui ressemble à un mini-extincteur, ainsi qu'un énorme couteau de chasse avec lequel je pouvais, si besoin, trancher les testicules de quelqu'un. Pendant 2 semaines, j'ai marché les mains dans les poches, l'alarme Screecher dans une main et la bombe lacrymo dans l'autre. J'étais terrorisée. J'étais aussi prête à buter n'importe qui. Au cours d'un dîner, avec un ami, j'ai dressé le profil psychologique du tueur en série, expliquant que la façon dont il avait organisé son crime révélait qu'il n'en était pas à son premier viol. La manière dont il l'a tué montre clairement qu'il a pris son pied et qu'il ne pourra jamais être réinséré. Vu la violence de l'acte, ça le ferait fantasmer pendant des années. Mon ami m'a regardé et m'a dit, pince sans rire. Ah ouais, on dirait que tu es sur le point de résoudre une affaire. Je lui ai répondu, moque-toi de moi si tu en as envie, tu verras. Et quand ils retrouveront ce type, il s'avérera être un tueur et un violeur en série. Et s'ils ne le retrouvent pas, c'est clair qu'il recommencera. Ce type prend son pied. Tu piges pas ? Il aime ça. C'est comme un jeu. Il aime torturer les gens. Et je n'ai pas l'intention de me faire choper, ai-je hurlé en brandissant tout mon attirail de défense. Mon ami m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. J'ai poursuivi. Imette Saint-Guillen était étudiante en psychologie médico-légale. 2 de ses ongles ont été arrachés. Tu sais ce que ça veut dire ? Qu'elle s'est battue comme un chien enragé. Que si ça lui arrivait à elle, ça peut arriver à n'importe qui. Tu piges pas ? Mais attends, voir. T'es un mec. T'as pas de mouron à te faire. Les tueurs en série ne s'attaquent quasiment jamais à des hommes adultes. Avec ta bite entre les jambes, tu n'as aucun mouron à te faire. Sauf pour moi. Tu devrais te faire du souci pour moi, beaucoup de soucis. Car la réalité, c'est que je peux me faire violer à tout moment. C'est un fait qui échappe à la plupart des hommes. Non parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de tomber sur un mec flippant dans une rue sombre et d'avoir la trouille de sa vie. Ils ne comprennent pas, car c'est hors de leur portée. Alors, j'écris ce texte pour toi, Imette, et pour toutes les femmes dont la fin a été si affreuse que la plupart d'entre nous n'osent même pas l'imaginer.
Et même si j'ai recommencé à prendre des douches, j'ai toujours un couteau dans la poche arrière de mon pantalon. Je voulais être drôle. Je voulais être une invitée drôle et gaie, un peu dragueuse, un peu culottée, mystérieuse, chic. Je voulais amuser la galerie, raconter des histoires insensées, sauter nue dans la piscine à minuit, rouler à fond sous des trompes d'eau en décapotable. Je voulais être délicieuse et adorable, et pas trop disponible, pas trop bavarde. Je serais passée pour une fille un peu pince sans rire, franche ou sarcastique. Mais les soirées sont peuplées de gens ennuyeux, d'éternels insatisfaits, constamment affligés et abattus. Ils portent des lambeaux de vêtements noirs, très coûteux, sont entourés de gens beaux, aux couples de cheveux déstructurés qui donnent l'impression qu'ils viennent de traverser une épreuve épouvantable. Mais je ne suis pas pince sans rire, ni adorable, ni drôle. Je suis en colère, je suis en rogne, je suis furieuse. On ne me convie pas à des soirées, enfin plus maintenant. Au début, on m'invitait, j'avais un certain charme, un certain style. Les gens me trouvaient drôle, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que j'étais le genre de personne qui gâche la soirée, brise l'ambiance en y faisant entrer le monde extérieur comme une bourrasque glaciale. À la question habituelle « Quoi de neuf ?» je suis du genre à répondre « Eh bien, je rentre d'Afghanistan, du centre de Kandahar, où les talibans sont de retour. » Ces hommes qui ont violé, pillé et assassiné et à qui les États-Unis ont offert la direction du pays au lieu de les traduire en justice. Je suis le genre de personne qui ne s'arrête pas là, car le fait d'être à cette soirée me rend encore plus furieuse. Jusqu'ici, j'avais quelque part oublié que le reste du monde continuait à vivre, se rendait à des soirées, riait, buvait et flirtait. Personne n'était abattu ou déprimé par les choses insensées qui se passaient ailleurs. Non. La personne qui me demandait quoi de neuf ne souhaite pas vraiment répondre. Ils n'écoutent pas. Ils n'en ont rien à branler. Non, c'est pour ça qu'ils sont à cette soirée. C'est pour ça que leur vie tout entière est une soirée de merde. Leur vie tourne autour de l'attente d'être invité à une soirée, de se saouler ou se faire baiser. Et voilà que moi, je gâche tout. Quoi de neuf ? Comment ça, quoi de neuf ? Vous ne lisez pas les putains de journaux ? Vous n'avez pas entendu parler des filles amish abattues dans leur école parce qu'elles étaient de sexe féminin ? Ou des filles qui vivent dans des camps de réfugiés au Darfour, violés à répétition en allant ramasser du bois et qui ne retrouvent plus leur chemin. C'est ça, protégeons plutôt les violeurs,
Défendons-les, comme l'a fait cet imam en Australie. Oh, on leur en a fait trop baver. Leur condamnation est trop lourde. C'est la femme qui est la vraie coupable. Elles l'ont cherché quand même, hein, en refusant de porter le foulard. Si elle était restée chez elle, en hijab, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce sont les paroles prononcées par un chef religieux en 2006. Je n'aurais pas dû sortir de chez moi. Trop de mauvaises choses se passaient dehors. C'est peut-être le fait d'avoir entendu cette femme avec un machin poilu autour du cou dire « N'est-ce pas merveilleux? La fourrure est de retour. » La fourrure est de retour, n'est-ce pas fabuleux? La mutilation est de retour. Le crime est de retour. Le vison est de retour. Le vison me fait toujours penser aux femmes. Pas seulement parce qu'elles en portent, mais parce qu'il me rappelle combien les femmes sont élevées pour servir, pour massacrer. Mais quand tout cela a-t-il disparu? Cela n'a jamais disparu. Cela a été ignoré et accepté par les gens dans les soirées, par ceux qui pensent que la vie est une grande fête, ce qui est le cas puisqu'ils ne manquent de rien, qu'ils sont riches et privilégiés. Arrêtez. Je vous en prie, arrêtez. Arrêtez. Cela ne compte-t-il pas pour vous? Leur vie ne compte-t-elle pas? Je hurle couché sur la moquette à poils longs. Arrêtez. Vous en êtes donc incapable. Mettez un instant vos vies entre parenthèses. Interrompez votre quête de plaisir, vos soirées. Une foule de merveilleux fêtards me regarde à présent, qui poursuit la fête tandis qu'on me chasse de la soirée menottes aux mains. Je ne bouge pas, j'en suis incapable. Allongé dans la rue, contre le mur du bâtiment, j'ouvre les yeux. Je regarde droit vers le ciel. Il me semble que c'est la première fois que je vois des étoiles en pleine ville. Elles sont si nombreuses et particulièrement scintillantes. Je ne suis même pas sûr qu'elles existent vraiment. Elles sont à la fois si proches et si lointaines. Je suis allongé là, les yeux ouverts. Je ne suis pas drôle. Et la chemise en soie de mon ami est déchirée. Mais je vois loin devant moi. Je vois les étoiles.
Virginia Woolf a écrit un livre très important, Une chambre à soi. C'était en 1929. Les jeunes femmes vivaient dans de nombreuses et diverses maisons. La maison du père, la maison du mari, la maison du frère, de l'oncle, du fils. Les jeunes femmes n'avaient pas de maison à elles. Elles devaient vivre dans celle de quelqu'un d'autre. Les jeunes femmes n'avaient pas d'argent. Elles ne pouvaient pas vivre leur vie selon leurs goûts et leurs inclinations. Elles n'avaient pas d'intimité. Virginia Woolf, la première, a écrit qu'une jeune femme a absolument besoin d'une chambre vraiment à elle. Une chambre où personne ne vienne s'immiscer. C'est seulement aujourd'hui que les jeunes femmes d'Occident ont la possibilité de vivre seules. Elles sont plus indépendantes qu'elles ne l'ont jamais été. Le spectre des préjugés ne hante plus la société autant qu'avant. Mais la situation des femmes d'Orient reste vraiment misérable. Le boulet du patriarcat, de la religion et d'un millier de préjugés est toujours lourdement accroché à leur cou. Des dispositions sociales ont été prises pour l'éducation et même l'indépendance des jeunes filles, mais cela a-t-il vraiment changé quelque chose ? Combien de jeunes femmes ont-elles une chambre ? Combien de jeunes femmes ont-elles leur propre revenu, leur propre maison, leur propre économie domestique ? Combien de femmes jouissent-elles de leur liberté propre, de leur pouvoir de décision ? Les rares qui essaient de vivre ainsi sont en permanence, jour et nuit, inondés de suggestions et de conseils par des hordes d'hommes. Aussi rares sont les jeunes femmes qui peuvent savourer la joie de vivre seules. Je vis seule depuis maintenant une éternité. Mais ce ne sont pas les circonstances qui m'y ont contrainte. J'en rêvais. J'ai réalisé mon rêve. J'ai dû pour cela affronter plus que ma part de tourments et de tensions. Après avoir décidé de rester seule, de ne pas vivre avec un homme, j'ai écumé la ville pour trouver une maison à louer. Était-ce possible ? Tous les propriétaires m'ont opposé un refus. Comment ? Une misérable femme qui veut louer une maison ? Je suis médecin. J'ai travaillé dans de grands hôpitaux de la ville. Mais même en sachant que je pouvais sans difficulté payer le loyer, personne ne voulait me louer sa maison. Simplement parce que je n'avais pas de tuteur masculin, pas de père, pas de frère, pas de mari. Après beaucoup d'errance et de travail, je finis par en trouver une. Mais pour l'obtenir, j'ai dû supplier le propriétaire. Il a finalement accepté, mais à la condition que je ne vive pas seule. Il fallait que quelqu'un d'autre soit avec moi. Quelqu'un devait vivre avec moi parce que je suis une femme. Une femme est seulement un corps. Un corps qui provoque l'avidité. Les femmes ne sont rien d'autre que des corps que les hommes convoitent. Sans un homme qui veille sur elles, une jeune femme perdra sa virginité en un rien de temps. Quiconque entend parler d'une femme seule est saisi de honte et de peur. Les jeunes femmes respectables ne vivent pas seules. Seules, les jeunes femmes déshonorées le font. Les prostituées le font. Bien que je sois médecin, parce que je vis seule, mes voisins me lancent ce genre de regard obscène et de sourire diabolique qu'ils réservent d'habitude aux prostituées. Un jour, j'ai amené ma mère chez moi. Mes 2 femmes, c'est finalement la même chose qu'une femme. Je n'ai pas pu vivre longtemps dans cette maison. Les ricanements et le mépris des voisins ont poussé mon propriétaire à me jeter dehors. J'ai dû vivre à l'hôtel pendant des mois. Il m'a fallu une détermination sans faille. Mais je tenais tellement à vivre seule que j'aurais pu traverser à la nage une mer gelée.
Les règles barbares de la société ont souvent fait en sorte de me réduire en pièces. Mais je suis restée ferme face à cette société si affreusement haineuse envers les femmes. Après bien des souffrances, j'ai été contrainte d'acheter un appartement dans un quartier comme il faut. Je pensais qu'alors je ne serais plus victime de harcèlement, objet de mépris ou de ridicule. Mais les ennuis ont surgi jusque dans cette maison. Cela a commencé lors de ma première liaison avec un jeune homme. Qui est cet homme ? Quelle relation entretenez-vous avec lui ? C'est mon amant, ai-je répondu. Le mot amant a eu l'effet d'une bombe. Personne ne pouvait supporter qu'il passe parfois la nuit chez moi. Non, je n'ai jamais baissé la tête. J'ai toujours fait sans hésiter ce que je trouvais juste. Le dos droit, la tête haute. Personne ne me nourrit, ni ne m'habille. Avec qui je couche ne regarde personne. Aussi longtemps que mon cerveau continuera à fonctionner, je vivrai seule. Il faut être folle pour vivre avec un homme. Qui pourrait souhaiter en toute conscience être une poupée entre ses mains ? Et c'est pourtant exactement ainsi que les jeunes filles sont élevées dès leur naissance. Je l'ai été aussi, mais à un moment j'ai résisté. J'ai dit non. Non, je ne serai ni une poupée, ni une marchandise. Que serais-je alors ? Je serais un être humain. Je serais moi. Merci. Marion Ruot à la contrebasse. Isabelle Gozard. Philippe Bertin. Voilà, donc nous sommes totalement à votre disposition pour des questions qui viendraient, qui seraient soulevées par ces textes, enfin, par plein de choses qui peuvent vous traverser. Vous excuserez Marion parce qu'elle va devoir de son côté remballer, plier les choses pour une future lecture à la mairie du 20e. Ces textes, donc, c'est bien parce que les choses ont été bien faites. Et c'est vrai que le petit dépliant permet de voir quelles étaient les autrices et savoir que tous ces textes, on les retrouve, entre autres, dans cet ouvrage qui a été publié aux éditions des femmes. Voilà. Des mots pour agir contre les violences faites aux femmes, souvenirs, monologues, pamphlets et prières, sous la direction d'Eve Ensler et Molly Doyle. Voilà, on a choisi ces textes parce qu'il nous a semblé que c'était important à la fois d'entendre ce qui pouvait se vivre dans ces moments terribles, mais en même temps, ce qui était important aussi, c'est comment ce qui traverse d'une manière commune tous ces textes, c'est la façon dont les femmes se battent, réagissent et relèvent la tête
Et c'était important d'être aussi sur cette note-là. Et ce côté combatif, on le ressent à travers tout l'ouvrage, en fait. Voilà, mais bon, je suis un homme, j'arrête de parler. Je ne sais pas quoi rajouter. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'avec Philippe, on a fait précédemment une lecture avec des textes sur des femmes qui étaient victimes de violences, mais qui avaient subi ces violences. Et donc, ça pouvait aller jusqu'au meurtre. Et en fait, on s'est dit que c'était quand même très sombre et qu'on avait besoin aussi d'avoir des paroles de femmes qui se battent, qui savent réagir, parce que c'est voilà, c'est ce qu'il faut, quoi. Mais évidemment, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas réagir, qui sont dépassées par ces violences, qui n'ont pas les armes pour se battre pour ça. Et celle-là, en l'occurrence, elle porte une parole d'espoir pour toutes. Voilà. Merci beaucoup.